Bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, on est sur le premier volet de l'historiographie, d'une tentative d'historiographie de Design with Care. Et le 19 décembre, ça sera le deuxième volet, c'est-à-dire que là, on va aller jusqu'à l'avant-deuxième guerre. Plus spécifiquement, je dirais jusqu'à Charte d'Athènes plutôt. Et puis dans le deuxième volet, ça sera la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quand même deux gros pans. On est en Abbé Grégoire jusqu'au 10 avril, où on rebascule en Robert-Fort et on revient ensuite en Abbé Grégoire. Je vous dis juste ça pour éviter de vous perdre en route. Alors on y va. Ah mais non, c'est toi ça. Ah, c'est moi. Alors, pourquoi on a souhaité faire trois cours sur l'historiographie? La raison, elle est assez simple, c'est qu'on essaye de voir si on trouve des filiations entre ce qu'on crée avec le design with care et ce qui a pu se passer historiquement depuis la naissance du design. Donc on essaye de voir si on a quelque chose à apprendre de tous ces mouvements qui sont nés depuis, on va le voir, soit la Renaissance, soit un peu plus tard, avec l'industrialisation, et puis surtout de voir quelque chose qui a probablement pas été vraiment fait, c'est le lien entre ces grands courants du design et les grands courants de la philosophie, notamment de la philosophie politique. Donc, comme le disait Cynthia, on a ce premier volet qui va être jusqu'à le début de la Seconde Guerre mondiale, et ensuite on va faire un deuxième volet qui sera l'époque plus moderne et contemporaine. On a souhaité aussi faire un troisième volet qui est un petit peu plus spécifique sur Charlotte Perriand, notamment parce qu'il nous semble que c'était une personnalité qui avait vraiment traversé une grande partie de cette histoire, notamment du XXe siècle, et que c'était intéressant de faire un focus un peu plus précis sur la manière dont elle a vécu les choses dans l'évolution de ses travaux. Le sommaire. Donc historiographie, première partie sur la notion de care, donc ça plutôt du côté de Cynthia depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle pour reposer à peu près le concept. La généalogie du design à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire avant l'industrialisation, les débuts du design jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, ensuite la période de l'entre-deux-guerres, notamment liée au New Deal, et une seconde période qui sera après la crise de 29, et puis une petite conclusion qu'on fera à l'oral sans slide. Bon, alors, ça ne va pas totalement être, je rassure tout le monde, une historiographie de la notion de care. D'abord parce que c'est trop long, et puis j'y reviendrai de manière entrelacée. Et puis on a vu beaucoup de choses sur l'éthique du care déjà ailleurs dans d'autres cours, donc je vais éviter de faire quelque chose sur l'éthique du care à proprement parler. Je vous renvoie au cours qui a été fait, je pense que c'était à l'Hôtel-Dieu, sur l'éthique du care, plus spécifiquement. J'ai fait les choses un peu différemment, c'est-à-dire que, en gros, s'interroger sur le statut de l'objet, puisque le design c'est aussi le statut de l'objet, et qu'est-ce qu'on voit derrière ça? Est-ce que cette réflexion nouvelle de l'objet pensé au moment du design, ça renvoie à un objet qui existe depuis toujours, depuis l'Antiquité, mais est-ce que, par exemple, pour penser cet objet comme le design le pense, il faut un sujet? Et ça, c'est une question. Donc, cette naissance de l'objet comme le design le pose, moi, je suis revenue à, tiens, cette naissance du sujet, où est-ce qu'elle se situe? Et cette naissance du sujet, dans un premier temps, vous ne l'avez pas, justement, dans la conception antique. Et c'est vrai que et pourtant, je trouve que la conception antique du souci de soi est très importante pour comprendre aujourd'hui ce qu'est le design with care. Donc vous voyez un petit peu le cheminement, qui est pas... Alors, je vous ai rappelé ici les grandes conceptions antiques, le Médène Hagan, le Gnotisséoton, donc le connais-toi toi-même, et Médène Hagan, rien de trop, qui sont sur le fronton delphique, mais je vous ai rappelé l'ouvrage de Vesperini, Droiture et mélancolie, qui est véritablement un ouvrage très juste pour comprendre ce qu'est le souci de soi, mais pas dans sa version comme on peut le trouver dans La citadelle intérieure de chez Hadot.
Et j'ai mis d'ailleurs plus bas, Hadot et Foucault, c'est plus vers un souci moderne du souci de soi antique. C'est-à-dire qu'ils ont repris, bien évidemment, cette question du souci de soi, mais en la pensant un peu différemment, comme nous entendons aujourd'hui le souci de soi, quelque chose donc de plus intériorisé, quelque chose où le déploiement de soi-même est tout à fait important. La conception antique, c'est plus une sorte de soi-monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, en fait, c'est un sujet assez disparaissant. C'est un sujet qui se construit par sa citoyenneté. C'est un sujet qui se construit par les règles de l'orthopraxie. Maîtriser les affects dégradants, comme le chagrin, le désir, la colère, le deuil. C'est la conception, on l'a dit souvent aussi, d'une qualité du temps libre. Ce qui est le temps, la question d'un temps libre qui va être destiné à quoi? Vous avez ça chez Marc Aurèle, au logoi, à la pensée, à l'écrit. Il s'agit de s'adresser à soi-même des pensées, mais des pensées non pas pour rentrer en soi-même, donc on n'est pas dans une visée d'introspection, mais pour être au monde. Et c'est ça qui nous intéresse, je crois, dans ce qu'est aussi le design. C'est une manière d'être au monde. Alors, dans la conception antique, non seulement une manière d'être au monde, mais une manière de se tenir droit. Et c'est pour ça qu'on n'est pas que, bien évidemment, dans la conception antique, et le Caire il va y avoir une création un petit peu plus ouverte sur cette manière de se tenir. Et donc on va dépasser la question de l'orthopraxie. Vous rappelez bien sûr la naissance augustinienne, qui est vraiment peut-être le premier moment où on attrape un sujet comme intimité, un sujet comme confession, un sujet qui va se raconter, puisque les confessions de Saint-Augustin, c'est vraiment la première grande autobiographie. Enfin, il y a cette question du récit de soi absolument essentielle. Mais là encore, on est dans quelque chose d'une profession de foi introspective, bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce jeu qui se joue entre le sujet et puis le sujet comme imago Dei, image de Dieu. Bon, donc ça, c'est des conceptions antiques, grecques et chrétiennes, qui bien évidemment sont très très éloignées de la question du sujet moderne, mais qui en même temps sont intéressantes. Un, pour la question de cette intimité naissante avec Saint-Augustin, et la question de cet être au monde avec le souci grec. Le deuxième grand temps qui est vraiment inspirant chez nous, et on va y revenir tout à l'heure avec cette querelle autour des égnaux, donc du dessin, et ça Antoine en dira quelque chose, où là véritablement on a un sujet c'est la Renaissance. Et on ne peut pas réfléchir, je pense, à un design with care sans réfléchir à cette question d'un sujet, et puis même d'un objet véritablement construit. On pense à Léonard de Vinci, etc. C'est-à-dire véritablement une alliance sujet-objet très forte. Alors là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que l'intuition de Pic de la Mirandole, avec cette plasticité de l'homme, comme dira plus tard Malabou ou d'autres, c'est-à-dire, en gros, si Dieu est créateur, l'homme est designer. On pourrait le poser comme ça. Premier designer, c'est la conception mirandolienne, c'est-à-dire, en gros, vous vous souvenez, la fable qui ouvre de la dignité de l'homme. Et cette fable, c'est tout simplement de dire, voilà, Dieu a, créé tout. Et puis, il a créé la nature, etc., les différents pans, le ciel, la terre, le récit de la Genèse. Et puis, soudainement, il s'est posé cette question, mais qui pour admirer? Qui pour admirer? Bon, qui pour admirer? Et il a créé l'homme. C'est-à-dire qu'il a créé précisément celui qui est capable d'un regard, celui qui est capable de voir la beauté des choses. Donc ça, c'est une des définitions possibles de l'homme et qui nous intéresse, et qui voit d'ailleurs ce lien entre beauté et humanité tout à fait important, et aussi le fait que la beauté est une création du regard aussi,
et pas simplement quelque chose qui émane de la forme. Donc c'est une activité contemplatrice essentielle à l'humanité de l'homme. Et puis deuxième temps, dans la poursuite de la dignité de l'homme, le texte dit tu es celui qui se définira lui-même. Et c'est comme ça que je dis designer de toi-même, c'est-à-dire tu es celui qui viendra te donner ta propre définition, te donner ta propre forme. Donc, homme, producteur de forme et agent de sa définition. Donc ça, c'est Pic de la Mirandole. Et puis, bien évidemment, le grand moment de Montaigne, avec la figuration moderne véritablement du moi, c'est Montaigne, puisque de toute façon c'est l'objet des essais, hein, c'est l'ouverture des essais, c'est moi que je peins. Voilà, donc c'est posé, le sujet il est là. Il n'est rien si beau et si légitime que de bien faire l'homme et dûment. Notre glorieux chef-d'œuvre dans les essais, c'est quoi? C'est de vivre à propos. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a déjà cette idée d'une manière d'inventer un style de vie, c'est-à-dire la vie qui pourrait sembler être un non-objet. En tout cas chez les Grecs, la vie privée n'a pas d'objet, c'est pas ça. Et puis tout d'un coup dans la Renaissance, cette vie que l'on fabrique seul en tant qu'individu, si c'est un glorieux chef-d'œuvre. Et ça c'est quelque chose qui renvoie bien évidemment à une visée de ce que l'on essaye de faire dans ce design with care. J'ai mis aussi à côté la Boétie. Pourquoi? Parce que c'est bien évidemment la question de la servitude volontaire, etc., mais c'est aussi l'amitié, c'est-à-dire cette interrelation Boétie et la Boétie et Montaigne, donc cet ethos de l'amitié qui est absolument constitutif là aussi tout simplement de l'humanisme. Donc l'humanisme, ça va être en gros la découverte de tous les pronoms, le je, le moi, mais le tu, bien évidemment, et la relation spécifique qui se joue entre le je et le tu, et puis bien sûr le tiers, etc., etc. Donc la question de l'hospitalité, la question de la place de l'étranger, etc. Donc on a toute la conjugaison. Et puis déjà dans la question chez la Boétie, la question de l'aliénation sociale qui est déjà là, la servitude volontaire, la non-illusion de la liberté de l'homme. De toute façon, ça, ce sont des contextes qui, là aussi, nous intéressent quand on touche au design with care, puisqu'il s'agit, encore une fois, de ne pas s'illusionner sur son libre arbitre, donc d'être toujours conscient, d'être toujours dans un contexte très critique par rapport à ça, et puis en même temps de tenter tout de même d'inventer quelque chose. Et puis j'ai mis dernière, c'est Pascal, avec effectivement la première, pour moi peut-être, c'est une proposition, la première figuration du jeu postmoderne, alors que bien évidemment il est en deçà de la postmodernité. Donc pourquoi postmoderne? Parce que c'est, on va dire, un des premiers grands sauts dans la question de l'angoisse, même si elle n'est pas posée comme ça et que le terme est plus renvoie plutôt à un univers à la Kierkegaard, mais c'est le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Donc c'est une relation à l'espace qui renvoie à une problématique possible d'anéantissement de soi. Bon. Et puis c'est aussi Pascal, puis c'est une quantité d'autres choses, j'ai simplement sélectionné ça, dans ce côté postmoderne, c'est la grande critique du divertissement. Et ça aussi, la question du design, elle va être directement liée à cette critique du divertissement. Est-ce que le design participe d'un divertissement au sens où il nous divertit pour éviter de nous emmener vers les vrais sujets, ou au contraire, est-ce qu'il nous oriente et il nous permet au contraire d'être au monde dans un rapport plus qualitatif? Et donc on a, et j'avais fait la citation ici, qu'est-ce qu'un homme dans l'infini? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant,
un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. La fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti. Bon, voilà un rapport au monde qui passe par une interface très particulière qui s'appelle la relation à l'infini, la relation à sa propre finitude, et bien évidemment c'est ce qui fait tout l'univers de réflexivité dramatique, tragique, mais pertinent. Et voilà, alors on pourrait dire mais le design c'est pas ça, c'est un rapport à l'objet, point barre. Bon, ben non, peut-être pas. On essaiera ici de montrer que précisément dans le design il se joue les différentes dimensions de la réalité, la stabilisation du monde, rapport concret, quotidien, etc. Et puis des choses qui sont au-delà, soit du rapport avec sa propre finitude, soit au contraire avec quelque chose de plus infini. Et puis, dernier point, très important aussi, XVIIIe siècle, j'avais dit que j'irais vite, c'est parce que ça me paraît pas être le plus important et c'est plutôt voilà, le fait encore une fois d'aller un peu traquer cette question du sujet, c'est essentiellement la sortie de l'état de minorité, devenir homme, la faculté de juger, donc c'est bien sûr qu'est-ce que les Lumières et le texte kantien. Et pourquoi ça me paraît absolument intéressant, encore une fois, de le solliciter dans Design with Care, c'est qu'encore une fois, on n'est pas simplement dans la production de formes qui n'interrogent pas les conséquences de ces formes sur la vie des hommes. Et donc nécessairement, cette production de formes, elle est là pour accompagner, en tout cas dans le Design with Care, l'autonomisation d'une faculté de juger. Elle est là pour aider à, d'autres diraient, l'émancipation, le non-maintien dans une aliénation. Donc il y a quelque chose d'une réflexivité qui doit être toujours en germe dans la question du Design with Care. Et donc se servir de son entendement, etc. Donc on verra d'ailleurs que le Design with Care, dans les questions de design durable, etc., de soutenabilité du design, ça nous renvoie aussi à cette question d'une responsabilité, d'un rapport à l'objet, etc. Et puis, et le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières, vous connaissez par cœur, mais c'est encore une fois cette idée, peut-être dans le Design with Care, d'invention d'usage, d'invention d'un usage, et encore une fois d'avoir des objets qui viennent aussi participer au fait de venir façonner notre sujet. Alors, dernier point juste qui nous renvoie aussi à un autre cours qu'on avait fait à comment ça s'appelle, à l'Hôtel Dieu sur, je vous y renvoie et là j'ai juste fait un tout petit rappel, et pourquoi on a mis ça par rapport à la question du Design with Care, parce que là déjà c'est une problématique qui est presque du design entre guillemets avant l'heure, au sens d'une interrogation des parcours et de l'itinérance. Et donc je vous ai rappelé le texte de Foucault. Là aussi vous avez un cours entier qui est dédié à ce texte, à la chaire Hôtel Dieu. L'incorporation de l'hôpital dans la technologie moderne, et ça ouvre le texte de Foucault. Il dit: à quel moment a-t-on commencé à considérer l'hôpital comme un instrument thérapeutique? Vous vous souvenez de ce texte, c'est-à-dire comme un instrument d'intervention dans la maladie, comme un instrument capable par lui-même et par chacun de ses effets de soigner un malade. Et son premier exemple, c'est Tenon et Howard, qui précisément vont aller travailler en enquête pour interroger la relation qui existe entre des pathologies et des conditions propres de chaque établissement, et notamment des architectures d'établissement.
Hein, c'est comme ça qu'est partie aussi une des grandes réflexions concernant bien sûr la question de l'hygiène, mais la manière dont on allait construire un hôpital, la manière dont on allait séparer les maladies, la manière dont on allait faire en sorte qu'il n'y avait plus un seul grand lit pour tout le monde, mais on faisait des lits pour séparer tout ça. Et qu'est-ce que c'est? Ben c'est ça, c'est-à-dire que en gros, voilà, on va aller traquer, c'est ce que raconte Foucault. Tenon étudiait de la même manière les trajets, les déplacements, les mouvements à l'intérieur de l'hôpital, en particulier le parcours qui suivait le linge propre, les draps, le linge sale, les serviettes utilisées pour soigner les blessés. Il cherchait à déterminer qui transportait ce matériel, où l'apportait-on, où le lavait-on, à qui le distribuait-on. Selon lui, ce parcours expliquait différents faits pathologiques propres aux hôpitaux. Bien évidemment, quand on est dans la question là aussi du design with care, on est dans ça, dans ces parties prenantes et dans ces itinérances des parties prenantes qui construisent véritablement une manière de penser, de soigner, en l'occurrence ici, de construire, de créer, et un designer ne peut pas se passer du fait d'aller étudier ça. Hein, donc on n'est pas simplement, encore une fois, dans une approche de production de forme, comme on l'avait vu au premier cours, mais dans une production d'itinérance, dans une production de chemin. Hein. Donc finalement, si on essaye aussi de repartir un petit peu en arrière sur la généalogie du design, donc avant le pré-industriel, hein, qui peut être un marqueur, on verra, on ne sait pas si c'est le bon encore, mais en tout cas on peut en faire l'hypothèse. Il y a quelque chose que j'avais vraiment envie de vous partager, c'est finalement peut-être avant tout le rapport très holistique qu'il y a toujours eu entre la fonction et la culture, et entre l'homme et les objets. Alors il y a deux histoires que j'aime bien. La première, c'est une histoire qui est racontée par Lévi-Strauss dans Regarder, écouter, lire, qui parle de la problématique notamment des vanniers et des paniers. Donc finalement, ce qu'il raconte, ce que je trouve très étonnant, c'est que la vannerie était un savoir-faire manuel, extrêmement précis et qui permettait de faire des objets qui eux aussi étaient d'une précision extrêmement rare, puisqu'on savait faire des contenants étanches en vannerie qui servaient soit à cuire, soit à transporter des liquides, soit à transporter tout type d'éléments. Ces vanneries avaient des motifs qu'on pourrait dire aujourd'hui décoratifs. Or, dans l'étude anthropologique que va faire Lévi-Strauss, il va notamment s'apercevoir que ces motifs ne sont pas des motifs décoratifs, mais qu'ils représentent la représentation du village, de l'esprit des vanniers, et que ce village, c'est comme un plan. Vous imaginez un plan mystique, c'est comme un plan, et dans ce plan, il y a un défaut, et ce défaut permet, lorsque l'objet va avoir fini sa fonction, à l'esprit de s'échapper. Et je trouve ça très beau de voir comme finalement le lien direct entre la nature, la culture de l'objet, l'aspect mystique de ce qu'on y met, va ensuite un petit peu s'éloigner pour devenir quelque chose qui sera perçu comme plus décoratif. Ça, c'est la première histoire que j'avais envie de vous raconter. La deuxième, c'est un ouvrage de référence qu'on a déjà un petit peu décrit dans le premier cours et qui pour moi est vraiment un ouvrage hyper important à lire, qui est l'ouvrage de Tim Ingold, qui s'appelle Faire, Anthropologie, archéologie, art et architecture. Il faut savoir que Tim Ingold donc, est un anthropologue qui donne des cours notamment en Angleterre, et ce livre est un livre issu de ses cours, un cours qui s'appelait 4AS, donc pour les 4A de Anthropologie, archéologie, art et architecture. Il y a plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes dans ce qu'il fait faire à ses élèves et qui se relient aussi un petit peu à ce qu'on essaye de faire chez Sismo, et pas plus tard qu'il y a 4 jours, puisqu'on a travaillé dans notre commanderie à développer un jardin en permaculture. Et donc vous savez peut-être que dans la permaculture liée à l'esprit médiéval, on fait des carrés ou des formes qu'on va tresser avec des végétaux qu'on trouve sur place. Donc c'est ce qu'on s'est employé à faire ce week-end. Et Tim Ingold décrit un des exercices qu'il demande à ses élèves, qui est
d'aller faire de la vannerie traditionnelle sur une plage en Angleterre. Donc ils sont accompagnés, on va ramasser des branches, des liens, on plante des branches qui sont la structure du futur panier dans le sable, et ensuite on vient tresser autour de ces branches un panier renversé, en fait, vous imaginez les choses, et une fois que tout est tressé, on démoule en quelque sorte, on va enlever les branches du sable et on va se retrouver avec un panier retourné. Et ce qu'il montre à ses élèves, c'est que finalement, il n'y a pas de projection de la conception dans ce travail, puisqu'on fait en même temps qu'on agit, on prend la matière, on la plante dans le sable, on tresse, et qu'on va être dépendant de tout un tas de facteurs qui sont des facteurs d'action qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors il raconte par exemple que ses élèves sont très surpris par le fait que c'est en fait très dur de faire de la vannerie avec des branches qui peuvent être plus ou moins rigides, qu'on va être très dépendant du climat. On l'a vu aussi sur notre jardin, il va pleuvoir, il va y avoir du vent, il va faire nuit, et que tout ça c'est un ensemble qui va prédéterminer une part du design, entre guillemets, de l'objet qu'on est en train de faire. Et on s'aperçoit, par exemple, Tim Ingold raconte que finalement, dans ce processus, tous les paniers vont être un peu penchés parce qu'il se trouve que c'était un jour de grand vent et que du coup, toutes les flèches autour desquelles on allait tresser étaient tordues dans le sens du vent. Je trouve ça très intéressant d'essayer de montrer que finalement, ce rapport étroit aux éléments, c'est un rapport de continuité, de continuum qu'on va perdre un petit peu plus tard dans l'industrie et qu'on va perdre entre la projection de ce qu'on fait et le résultat. Et il donne un autre exemple, alors je vais vous demander d'avoir un peu de projection et d'imagination. Il dit, voilà, finalement, qu'est-ce qui se passe? Si on part dans une réflexion ensemble, ce continuum d'idées, on peut dire que c'est une ligne verticale. Voilà, quand on est dans un continuum d'idées, c'est une ligne verticale qui ne s'arrête pas. On développe une pensée ensemble, on discute, on dialogue, etc. Le continuum de la matière, c'est la même chose. C'est-à-dire que finalement, si je vais chercher un bout de bois, le tailler, le transformer, le tordre, etc., c'est un continuum qui fait évoluer la matière. Dans ce continuum-là, on pourrait se dire à un moment, si on arrête le continuum de la pensée, on va avoir une image. On s'arrête maintenant, on dit tiens, on a une image, on a l'image de la vannerie. Et le continuum de la matière, cette image, le pendant, c'est un objet. Et c'est à ce moment-là qu'on arrête les choses. C'est-à-dire qu'on essaye de se dire finalement, dans l'industrialisation, on va faire ça, on va arrêter l'image. Je veux dessiner un panier. Et du coup, on va arrêter l'objet. Mais c'est un moment, je pense, assez intéressant au début de ce cours d'essayer de garder en tête cette énergie, ce continuum qui va s'arrêter avec l'arrivée de l'industrialisation. Si j'avance un petit peu, finalement, si j'avance un petit peu, voilà. Il y a autre chose qui nous intéressait de partager, c'était la conception et la réalisation au Moyen-Âge. Donc, va arriver avec notamment les charpentiers, quelque chose qui va être le contrôle du dimensionnel et le contrôle du géométrique. On l'a vu dans l'exemple de la vannerie, on n'y est pas du tout. Le dimensionnel, on le voit à peu près avec la taille des branches qu'on va prendre. Le géométrique, il va dépendre de tout un tas de paramètres. Donc ce dimensionnel et ce géométrique, qui autrefois étaient cantonnés plutôt au métier de la charpente et du bois, finalement, il va permettre de commencer un petit peu à peut-être rendre mathématique la conception. Je m'explique, et c'est plutôt un point de vue, j'allais dire, de designer, c'est-à-dire d'expérience, c'est que j'ai l'impression, et on le voit encore dans des outils contemporains, le PowerPoint qui est ici, il y a une espèce de simplicité qui arrive, qui est de dire finalement, faire de la symétrie par exemple, ou faire de la rotation, ça devient quelque chose de très simple, une conception assez basique, qu'on va pouvoir retrouver dans la conception des objets ou des bâtiments, et qui va nous faire perdre un peu le côté complexe, le côté plus linéaire de ce travail de la matière et de la pensée qui ne s'arrête pas. Donc là, on commence un petit peu à figer les choses, et peut-être aussi, et c'est une hypothèse, peut-être qu'aussi c'est à ce moment, quand on commence à parler de mathématiques, de symétrie, qu'on va commencer aussi à s'éloigner de la nature, puisqu'on accepte moins
le fait qu'on puisse être imprégné des éléments quand on est en train de faire quelque chose. Donc, aussi peut-être les prémices pour commencer à passer dans un mode de gestion, puisque c'est aussi une des questions qui nous intéresse dans le design WSQARE. Donc, je passe un peu plus vite sur l'émergence de l'architecture à la française, qui est aussi le début de spécialisation, donc des métiers qui vont devenir des métiers assez précis, et ces métiers, eh ben, ils vont commencer à être capables de calculer la qualité de ce qu'ils font, parce qu'ils vont devenir des spécialistes, et ces spécialités, elle va commencer à créer la notion d'élite dans les métiers. Donc on voit qu'on commence à mettre plein de petites briques, plein de petites parties d'un puzzle qui commencent à rigidifier dans la conception un certain nombre de choses. Une très belle charpente où on voit à la fois le propos de la symétrie et peut-être le propos de la capacité de calcul par rapport à ça. Donc après on arrive à ce qui nous concerne directement, qui est la naissance du design. Donc moi depuis que je fais du design, j'ai lu des tonnes de choses où à chaque fois la date était un petit peu différente suivant la culture de l'auteur. Donc je me dis qu'il y a une querelle là-dessus, ou en tout cas un débat, ou en tout cas une question qui n'est pas inintéressante et qui détermine, et ça je pense que c'est très important dans ce qu'on est en train de faire, c'est se dire à quel moment commence le design, c'est aussi se dire sous quel regard on va le voir tout au long de son évolution, mais aussi aujourd'hui. Je m'explique. Si on prend la naissance du design comme la naissance du projet à la Renaissance, c'est pas tout à fait pareil que si on le prend avec l'Expo universelle et le Crystal Palace en 1851, et donc plutôt l'arrivée de la naissance de l'industrialisation, des pièces maîtrisées qu'on peut commencer à faire en nombre. Et c'est pas non plus pareil que si on se dit que c'est Art & Craft et William Morris à la fin du 19e, où là on est plutôt dans la recherche d'un dessin et de voir comment le design et la création peuvent faire société. Donc c'est un vrai enjeu d'essayer d'avoir en tout cas un avis sur la façon dont on peut prendre ce problème. Donc si on prend la première partie, qui est la partie liée à la Renaissance, c'est la partie liée à la naissance de ce terme qui est le disegno, et là je m'appuie beaucoup sur un ouvrage que je vous conseille de lire, qui est un ouvrage de Stéphane Vial, qui raconte assez bien ça, qui est vraiment finalement le projet, la problématique de l'arrivée dans le projet architectural d'une conception en deux temps. Donc une conception où on va d'abord projeter quelque chose, une maquette, un dessin, et puis ensuite on va passer au mode de réalisation. Donc on va avoir pour la première fois une vraie scission entre ce qu'on projette et ensuite la façon dont on va le réaliser. Pour redonner un petit exemple issu d'une période qui vient un petit peu avant qu'est le Moyen-Âge, à cette époque-là, en fait, quand on donnait les moyens à quelqu'un de construire quelque chose, en fait, on lui expliquait plutôt l'outil qu'il allait utiliser, on lui décrivait plutôt l'outil plutôt que de lui projeter le résultat. Donc par exemple, il y a un des exemples qui est assez intéressant, qui est une corde à 13 nœuds, alors on ne sait pas si c'est exactement du Moyen-Âge, mais c'était utilisé au Moyen-Âge, qui est en fait une corde qui permet, avec une taille de coudée, donc du coude jusqu'au bout de la main, 13 fois répliquée entre des nœuds, de faire toutes sortes de formes, et notamment de faire des angles droits, notamment de faire des hexagones, etc., avec une base de calcul métrique, entre guillemets, mais qui permettait de représenter au sol, en élévation, toutes sortes de géométries. Donc quand on revient à la Renaissance, finalement, il y a une hypothèse qui est de dire que c'est la complexité de ce qui allait être projeté à la Renaissance qui allait donner cette nécessité de passer d'un côté sur la projection de la maquette et de l'autre côté sur la réalisation. C'était dû probablement au nouveau mode de construction, probablement au savoir-faire qui arrivait, probablement aussi aux liens nouveaux et très impliqués entre la technique, les arts et les savoir-faire. Mais à ce moment-là, on peut aussi noter que finalement on va beaucoup éloigner la matière et l'objet.
Moi, c'est une hypothèse que j'aime assez parce que finalement, on va continuer à créer une distance entre la matière et la réalisation. Et cette distance, on va la combler par des savoir-faire, par d'autres matériaux, par plus de temps, par des outils. Et on va peut-être aussi à ce moment-là continuer à commencer un processus d'éloignement de la nature qui va être un petit peu irréversible. Parce que du coup, on va aussi séparer ceux qui pensent, qui sont en amont, et ceux qui font, qui sont en aval. Donc ça va peut-être être un moment extrêmement important. En tout cas, c'est le moment du projet, c'est le moment de se designer. Finalement aussi, dans ce dessin à dessin qui va arriver, on va commencer à poser ce vocabulaire et finalement on va aussi commencer à poser des corporatismes professionnels. Alors j'ai pas envie trop de vous détailler ça. Le dessin à dessin, c'est une j'allais dire une des définitions qu'on aime bien donner du design parce que ça fait c'est un côté un peu malin, cette allitération. Néanmoins, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est finalement cette corporation professionnelle qui soi-disant va naître à ce moment-là et qui va être à la naissance du design. Je voudrais quand même juste rappeler qu'aujourd'hui, en 2018, il n'y a toujours pas de code APE pour les designers. Donc ça n'a jamais été une corporation. Et ce corporatisme du designer n'a jamais existé. Donc peut-être que ça peut remettre en question le fait qu'on est aussi dans un professionnalisme et c'est un corporatisme qui est né à cette époque-là. Alors, si on parle plutôt du design, des débuts du design, alors je prends moderne, mais je ne sais pas si c'est le terme le plus juste, mais jusqu'à avant la guerre. Donc on va venir sur notre deuxième temps, après le Designo de la Renaissance. C'est l'exposition universelle de 1851, qui est la première exposition universelle où on va célébrer la société industrielle naissante. Donc on va faire ce que vous connaissez des expositions universelles du 19e siècle, c'est-à-dire des bâtiments absolument exceptionnels, la représentation du progrès des nations, des lieux qui vont probablement être les premiers lieux de tourisme puisque ça va déplacer des masses absolument impressionnantes. Et voilà, l'exposition universelle de Londres a remué le monde, c'est la première. Et surtout, elle va être aussi la première occasion de commencer à parler d'une espèce de forme de regroupement des arts, des sciences et de l'industrie. Et cette association-là, dans le design, elle va vraiment être clé. On a souvent vanté, essayé de prôner le fait que le design était ce trait d'union entre l'économie, la culture et la technique. Mais là, c'est vraiment à son apogée. D'ailleurs, il va y avoir des rapports qui vont être faits de cette exposition où la personne va dire je ne me suis occupé que des arts et cependant je ne sépare de l'industrie ni les lettres ni les sciences. À mon sens, les arts et les lettres et les sciences ne font qu'un avec l'industrie et l'édifice industriel menace ruine quand ces trois appuis de sa base perdent de leur solidité. Donc ça pose quand même déjà des jalons de ce que va être le design de façon assez forte sous un angle très industriel. Alors cet angle industriel, on le retrouve dans le Crystal Palace, c'est une des œuvres qu'on avait exposées dans l'exposition qu'on a fait ici il y a 2 ans. Le Crystal Palace, c'est quand même un objet architectural assez intéressant, donc 1851, qui est demandé à quelqu'un qui à l'origine est un botaniste, qui est le botaniste du roi, qui a une passion qui sont les nénuphars géants d'Amazonie, puisqu'il en a plein dans son jardin. Il y a une très belle photo où il pose sa petite fille sur un des nénuphars, sur son étang, et pour montrer la portée et la qualité de conception d'un nénuphar. Donc le biomimétisme arrive aussi en même temps que le design industriel, et toutes les pièces, donc il s'inspire des nervures du nénuphar, et toutes les pièces vont être faites pour des questions de rapidité de construction. Les pièces vont être industrialisées en amont. Elles vont être sérielles, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de pièces répliquées de façon industrielle, aussi bien pour la partie métallique que pour la partie du verre.
Et tout ça va être monté très rapidement pour un bâtiment dont vous voyez le dessin ici qui était absolument énorme et qui a fini en feu. Donc qui a fini écroulé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la première fois qu'il y a une vraie confiance en des nouveaux matériaux qu'on peut appeler artificiels comme le verre. Et d'ailleurs, le verre va être un exemple très étonnant en design industriel au XIXe siècle, puisque même dans l'exposition universelle à Paris, il va y avoir des foules qui vont se déplacer pour marcher sur des escaliers en verre fabriqués par Saint-Gobain, en se disant c'est incroyable, ça tient. Enfin, il y a la notion de progrès aussi, d'un monde meilleur avec le progrès des matériaux, va naître avec ces expositions universelles. Donc au même moment, on est allé traquer un petit peu aussi, si vous voulez, puisque bien évidemment l'enjeu c'est pas de poser Fourier comme designer, mais c'est d'aller un petit peu voir ce qui se fait en amont, au moment où se passe ce qui se passe. Et bon, ce qui est assez intéressant, de façon à la fois cette réflexion globale, systémique, ergonomique, avec une tentative d'architecture, etc., c'est avec la question de quid de la communauté, puis en même temps, vous allez voir chez Fourier, quid des passions individuelles. Donc c'est pas simplement le collectivisme, c'est plus compliqué que ça. Bon. Et donc, vous avez au même moment les phalanstères. Et je vous montre un peu, voilà, très typique, bien connu. Donc bien évidemment, c'est quoi? C'est la technique industrielle qui est mise en place, et puis surtout le fait de dire tiens, la réflexion utopique, comment on crée les meilleurs lieux de vie. Bon. Comment on crée ces lieux pour vivre et comment on fait des lieux où il sera possible aussi de faire vivre des principes. Donc, il y a une espèce de continuum entre le lieu et la moralité qui s'y joue. Comment on fait pour organiser, donc ça c'est des réflexions qui sont absolument connexes à aujourd'hui, comment on fait pour réfléchir sur une nouvelle organisation du travail, des loisirs. Comment on fait précisément pour que tout ça se tisse au cœur même de ces méthodes innovantes d'organisation du travail. Il y a la question du souci du bien-être des travailleurs. Il y a la question du fait, alors c'est des salariés, mais c'est des sociétaires. Donc, bon, tout ça c'est très 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 avant-gardiste pour l'époque et aujourd'hui. Alors je ne dis pas qu'il faut recréer des phalanstères, etc., mais qui se joue là une réflexion voilà, sur comment on fait pour créer un lieu, et même les réflexions aujourd'hui sur les tiers-lieux, les hyper-lieux, etc., c'est les enfants, les héritiers de cela. Donc Fourier, c'est pas simplement, voilà, c'est effectivement une figure éminente de ce qu'on appelle le socialisme critico-utopique. On a la même chose avec Owen, c'est-à-dire ces figures assez originales, effectivement, qui mêlent philosophes, hommes politiques, industriels. Et puis on vous a effectivement rappelé que les disciples de Fourier se sont groupés à la fin des années 1820, dans l'école sociétaire, dont les membres les plus connus sont à la fois effectivement des philosophes, des industriels et même ce cher Napoléon le Petit, pour citer Hugo. Alors, c'est en revanche force et limite tout de même de la chose. Qu'est-ce qui est intéressant qui se joue dans ce moment comme ça naissant? C'est la question du plaisir quand même, qui est très importante chez Fourier, la place du bien-être, l'idée de créer un lieu qui permette l'harmonisation des relations humaines. Bon. C'est aussi de dire il y a des passions humaines. Donc de ne pas les nier, de ne pas être dans ce rapport, comment dire, où précisément on dessaisirait la forme, la matière, etc. des passions humaines. Non, là elles sont véritablement au cœur, mais il y a en même temps ce rêve d'une rationalisation possible de l'harmonisation des relations humaines. Donc ça c'est certainement une limite. La rationalisation chez Fourier, c'est ce qu'il appelle la phalange.
et qui va venir organiser cela. Alors c'est pour ça que j'ai dit force et limite, parce que c'est tout à fait, on comprend très bien le côté intéressant, utopique, etc. Mais bien évidemment, on sait très bien que la réalité de l'utopie, très vite, c'est dystopique. Et que, voilà, il y a un péril, soit de l'injonction au bonheur, soit de l'obligation d'harmonie. Il n'y a rien de pire que la fête des voisins, quoi, permanente. Hein, voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, mais qu'est-ce qui se joue de fondamental quand même là? C'est quand même le respect, voilà, de l'individu, la question quand même d'un actionnariat ouvrier. Alors bien sûr, avec une dérive, je l'ai mis vers le collectivisme, mais bon, là, ce qui est intéressant, c'est de dire jusqu'où, quel est le rapport aux soins en fait? Est-ce que c'est de se conformer? Est-ce que c'est de se conformer? Et donc là, à ce moment-là, on peut avoir effectivement la construction la plus intelligente qui soit, ou est-ce que c'est d'inventer, d'avoir un lieu qui permet d'inventer sa propre forme? Bon, et je pense que c'est les deux, bien sûr, c'est la juste dialectique qui fait qu'il y a quelque chose qui se joue effectivement dans le commons, parce qu'ici, il y a quelque chose aussi aujourd'hui on parlerait de commons, on parlerait d'économie collaborative, etc. Et tout ça est présent tout de même chez Fourier. Donc vous dire qu'au même moment, il y a ces réflexions qui sont tout à fait importantes, un peu en amont. Et en même temps que ces réflexions, effectivement, il y a la mécanisation et l'industrialisation qui arrivent dans plein de domaines. Ce que Siegfried Glédion a appelé la mécanisation du pouvoir. Et il y a un article très intéressant, un livre très intéressant de Pierre Damien Huyghe qui en parle comme peut-être un début de la naissance du design industriel lorsqu'il prend l'exemple de la mécanisation de l'abattage des bœufs au milieu du 19e siècle. Alors il se trouve qu'il fait un comparatif entre la façon dont ça va se mettre en place à Chicago et la façon dont ça va se mettre en place à Paris, et notamment à Chicago avec une production animale qui va être de plus en plus grande, et du coup un début de mécanisation de l'abattage qui va être lui aussi de plus en plus grand, avec quelque chose qui est quand même hyper intéressant dans la façon dont il le présente, qui est de dire du coup on va être obligé de faire du management du surcroît, c'est-à-dire que on va commencer à faire en sorte que l'offre s'écoule. Et ça, c'est probablement une bascule dans ce début de l'histoire de l'industrialisation qui va être vraiment extrêmement importante, parce que on va aussi passer de ce mode d'attention, en l'occurrence à l'animal, à ce mode de gestion. Donc on a vraiment un point de basculement qui nous semble vraiment intéressant. Notre troisième temps sur la naissance du design, c'est William Morris. William Morris, c'est le mouvement Art and Craft. Donc finalement, nous, ce qu'on pose, c'est que William Morris est probablement une des très grandes figures du design moderne. Est-ce qu'on veut revendiquer que ce soit la date de naissance du design? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a incarné plusieurs choses qui nous semblent très intéressantes par rapport au design whisker. La première chose, c'est la synthèse des arts qui est arrivée à ce moment-là. Art décoratif, impression, reliure, écriture, il a fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Et en même temps, comme dirait l'autre, il était aussi chef d'entreprise. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'il a toujours poussé le fait qu'il allait dessiner une entreprise et une organisation à dessin, EIN, que cette entreprise créerait des objets, dessinerait des objets. Donc il a toujours vanté le fait que c'était d'abord la société entreprendre, faire ensemble, qui avait du sens dans le dessin, et que la production ne serait finalement que la conséquence de cette organisation. Ça, c'est une première chose très importante qu'il a posée qui nous touche. La deuxième chose, c'est aussi qu'en créant une entreprise dans laquelle il va essayer d'avoir des gens de métiers très différents, avec des savoir-faire très différents, avec des compétences et des niveaux très différents,
de les payer correctement, etc., etc., ce qui était à l'époque, il faut le dire, quand même quelque chose d'un peu nouveau dans cette Angleterre-là. Il va aussi être probablement le premier à poser le fait que peut-être que le designer est quelqu'un qui est sans cesse en train de négocier avec lui-même, avec la société telle qu'elle arrive, avec le problème de la technologie et de la nature, et que finalement il a exprimé ses doutes sur la façon dont il pouvait travailler et sur le résultat de ce qu'il voulait faire. Notamment, un des doutes qu'il a posé était de dire, lui, un des fondateurs de la Ligue socialiste anglaise, qui voulait faire des objets pour tout le monde, va se retrouver à faire des objets, et notamment des livres édités d'une telle qualité que ces livres vont se retrouver à être les plus chers d'Angleterre à cette époque. Donc il va lever ce paradoxe-là en se disant, voilà, en posant cette problématique de la négociation avec lui-même, en tout cas de la négociation avec ce qu'il était en train de faire. Donc cet aspect de négociation, j'insiste, parce que je pense que c'est vraiment un des points clés, notamment dans le design whisker, la négociation entre la matière et les objets, on en a parlé tout à l'heure, la négociation entre penser et faire, on l'a aussi évoqué, la négociation entre la gestion et l'attention, et finalement ces paradoxes-là, ils vont plus jamais quitter Morris dans toute sa carrière. Et puis une dernière chose qui est quand même assez étonnante, c'est que c'est probablement un des premiers qui a associé la littérature, un travail d'écriture, à son travail de designer. Donc il était à la fois entrepreneur, à la fois designer et aussi écrivain, et il va même faire ce qu'on pourrait imaginer être les débuts du design fiction, puisque le premier roman qu'il va écrire, c'est un roman qui est plutôt là pour montrer l'espèce d'absurdité du monde anglais à cette époque-là. Donc il va raconter l'histoire d'un paysan à l'ère médiévale qui arriverait à Londres en 1895 et qui serait absolument stupéfait et horrifié par le différentiel entre la richesse de cette société et la pauvreté de la majorité des gens qui vivent dans cette société. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, il va faire un peu de la fiction, puisqu'il va écrire un roman qui s'appelle News from Nowhere, qui est la première fois qu'un designer va projeter ce qu'on fait en design fiction, c'est-à-dire projeter un monde préférable. Essayer de se dire, peut-être que j'ai pas tous les outils et tous les moyens pour faire designer et exister le monde tel que je le souhaiterais, mais en tout cas, je peux au moins le raconter, au moins essayer de poser cet imaginaire pour qu'on soit le plus nombreux possible à aller sur ce chemin-là. Donc pour nous, c'est vraiment un début très fort de cette implication du design dans son dessin sociétal. Oui, alors avant je vais revenir à la fin sur ce slide-là, je vais d'abord faire celui-là. Donc on voit bien, voilà, c'est important de revenir sur Morris pour tous les questions, comme on vient de dire, de négociation. Négociation avec le capital, en l'occurrence, négociation effectivement avec le fait qu'il ne peut pas négocier avec la beauté et en même temps il est, on vous l'a dit, un des grands membres de la Socialist League et dans laquelle vous avez également Engels. Donc je voulais rappeler, d'ailleurs il y a au cœur de ce mouvement deux grands groupes. Il y a un groupe plutôt libertarien, anarchiste, je veux dire Maurice est plus de ce côté-ci, et puis il y a un groupe plus marxiste qui effectivement va réfléchir sur, je vous ai rappelé les grands concepts du marxisme, c'est-à-dire la division sociale du travail, le concept d'aliénation, le fait que le rapport au monde se construit précisément par la transformation par le travail, la question du matérialisme historique et qui vient de
qui pose que nos formes d'émancipation sont directement liées aussi à la possession des moyens de production, et que l'histoire se construit précisément par cette lutte des classes qui organise, comment dire, l'histoire. Donc ça, c'est entre guillemets, de vous rappeler qu'au même moment, encore une fois, Maurice, c'est aussi ça derrière, mais c'est le designer, c'est-à-dire, en gros, c'est la ligne de crête, c'est-à-dire le fait que en même temps, on va penser une entrée dans la multiplication des objets, mais le refus de la standardisation. Donc la question toujours de maintenir la main, le lien social, le rapport à la beauté et le bien-être. C'est très intéressant de voir que à l'intérieur de ces ateliers, on a vraiment l'obligation plus que des rémunérations décentes, le bien-être, etc. Donc il y a tout ça. Et en même temps, il ne décide pas de faire, vous connaissez la phrase bien connue de Stark, qui dit, voilà, c'est soit le design, c'est soit une chaise à 1 million, soit 1 million de chaises à 1 euro. Bon. Donc, Maurice, de fait, n'est pas dans la position de faire disparaître ou de créer un bel objet, mais avec cette production-là, il est encore dans cette idée d'un artisanat supérieur, magnifié, etc. Donc c'est, je pense, oui, un personnage qui mérite qu'on s'y attarde assez considérablement parce qu'il a mêlé quand même quantité de points. Donc si on continue notre histoire, donc vous avez vu qu'à chaque fois on essaye de vous faire marcher sur le pied droit, sur le pied gauche, pour bien comprendre finalement qu'il y a une espèce d'effet de balancier continu dans l'évolution du design, et que ce balancier, à chaque fois qu'il va un peu trop d'un côté, il y a aussi un autre mouvement qui va l'emmener de l'autre. Donc on reparle de cet esprit de négociation, et on reparle de cet esprit un peu paradoxal pour arriver à positionner tout ça. En 1900, donc début du 20e, 1907, 1905, 1907, il y a un mouvement qui est très intéressant qui s'appelle le Deutscher Werkbund, qui va être un mouvement de débat sur les vertus de l'artisanat versus les vertus de la production industrielle. Si on avait envie de vous parler de ça, c'est notamment parce qu'un de ses fondateurs, Peter Behrens, va avoir un rôle très important dans une entreprise florissante industrielle de cette époque-là, qui s'appelle AEG, et qui va devenir un petit peu le directeur artistique de cette entreprise, à tel point qui à l'époque faisait des équipements électriques, et à tel point qu'il va toucher à la fois le logo, les affiches de communication, les produits, l'architecture, et créer une espèce d'avant-garde du design global, dans laquelle il va dans cette aventure-là, il va inviter des tas de futures figures, notamment de grands mouvements que vous connaissez comme Walter Gropius, et donc ça va être un petit peu la naissance d'une espèce de collaboration un peu parfaite avec l'industrie. Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement on va à ce moment-là avoir un résultat qu'on pourrait dire proche du design global que vont faire des Apple quasiment 80 ans plus tard, mais que ça va mettre beaucoup de temps pour revenir à ce niveau de recherche de cohérence. Beaucoup de temps parce que beaucoup d'événements historiques très forts, et puis parce que le design va continuer de se chercher, et à ce moment-là, quand il y a la production de AEG, en fait, ça reste un épiphénomène. En fait, surtout, cette direction artistique de AEG va se fracasser contre la Première Guerre mondiale. Il va falloir tout réinventer, et donc aussi pour le design, c'est un mur qui est pris de façon extrêmement frontale.
Donc on y est. Ah ben c'est moi. Donc effectivement, ce frontal, il arrive. Et il est particulièrement important pour nous qui travaillons sur la question du soin. Et là aussi, je vous renvoie notamment à un cours qui a été donné là aussi encore à l'Hôtel Dieu sur ce qu'on appelle la clinique de l'Avent. Pourquoi ? Parce que la découverte, c'est plusieurs choses. Moi j'ai axé sur 2 points, sur qu'est-ce qui nous intéresse dans ce premier grand temps de la Première Guerre mondiale. C'est une réflexion sur le syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on a vécu une expérience traumatisante et qu'est-ce qu'on en fait. Et le design va se heurter à ça. C'est quoi le rapport au monde après ça? Qu'est-ce que c'est que faire expérience? C'est la même chose d'ailleurs dans le texte de Benjamin, où on voit qu'il revient sur ce phénomène d'appauvrissement de l'expérience. Et voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire, c'est quoi le rapport au monde, c'est quoi le rapport aux objets, c'est quoi le rapport à la notion même d'expérience après ça. Bon. Et de fait, si on a un design un peu digne de ce nom, on affronte cette question. Donc, Design with Care affronte cette question-là, de la résilience, de comment on fait quand on a traversé un événement qu'on ne voulait pas traverser. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que la citation que je vous ai mise, elle est à la fois c'est Agamben citant Benjamin. Benjamin, ce qui est très intéressant, c'est que c'est d'abord les grands textes sur les œuvres d'art, vous le savez, et sur le fait que c'est le philosophe qui réfléchit à est-ce qu'il y a une possibilité de la reproductibilité de l'art. La réponse chez Benjamin, c'est non. Donc, au sens où à partir du moment où il y a reproductibilité de l'œuvre, il y a copie qui va prendre la main, il y a simulacre qui va prendre la main, et donc il y a perte de l'aura. Donc ça aussi, c'est une des problématiques, entre guillemets, du design, parce que le design, au contraire, est constitué par sa multiplication. Et le Design with Care considère que non seulement on est constitué par la multiplication, mais on ne perd pas son aura, si on veut jouer avec Benjamin. Donc c'est ça, et puis c'est bien sûr Benjamin quand il dit, quand il raconte ce retour de l'expérience magistrale. La guerre est une expérience magistrale, et ce qui est encore plus magistral encore, c'est le mutisme qui frappe la suite, c'est-à-dire la sidération, et le fait que de ce magistral-là, je ne peux rien faire. Et pourquoi je vous ai mis aussi Agamben? Parce que à ce moment-là, ce que va poser Agamben, c'est une réflexion moderne, un pas supplémentaire, c'est-à-dire à ce moment-là, il ne s'agit pas simplement aujourd'hui, parce qu'Agamben c'est beaucoup plus tardif, il va s'interroger non pas sur une capacité résiliente définitivement atteinte par le traumatisme de la guerre, mais par un autre traumatisme, qui est celui qu'il appelle le fatras des événements quotidiens, métro, boulot, dodo, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en gros, pour détruire l'expérience, la catastrophe, entre guillemets, seule n'est pas nécessaire. Nos vies aujourd'hui n'ont pas de catastrophe, et pourtant nos expériences sont détruites. Extraordinairement compliqué aujourd'hui de ressentir tout ce que nous vivons. Il y a une espèce d'accélération, de saturation, et qui fait que, tiens, réellement, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'expérimente, c'est tout à fait la question. Et j'étais tout à l'heure d'ailleurs avec Éric Bellion, je ne sais pas si vous savez qui c'est, qui est un grand navigateur, qui est en ce moment sur la route du Rhum. Donc je n'étais pas bien évidemment au milieu des Alizés, j'étais par satellite en connexion, et précisément nous échangions sur cette question de la décélération.
Est-ce que la décélération est nécessaire pour avoir un rapport au monde digne de ce nom? Est-ce que la décélération est importante pour avoir un rapport, ne serait-ce qu'à l'expérience, savoir ce qu'on est en train de vivre? Bon. Donc, et c'est ce qui est posé là chez Agenben. Donc, je cite, « Dans une journée d'homme contemporain, il n'est presque plus rien qui puisse se traduire en expérience. Ni la lecture du journal, si riche en nouvelles irrémédiablement étrangères au lecteur même qu'elle concerne, ni le temps passé dans les embouteillages au volant d'une voiture, ni la traversée des enfers où s'engouffrent les rames du métro, ni le cortège des manifestants, on pourrait dire des gilets jaunes, barrant soudain toute la rue, ni la nappe de gaz lacrymogène qui s'effiloche lentement entre les immeubles du centre-ville. Pas davantage les rafales d'armes automatiques qui éclatent on ne sait où. Ni la file d'attente qui s'allonge devant les guichets d'une administration, ni les instants passés avec des inconnus dans une muette promiscuité, l'homme moderne rentre chez lui le soir, épuisé par un fatras d'événements, divertissant ou ennuyeux, insolite ou ordinaire, agréable ou atroce, sans qu'aucun d'eux se soit mué en expérience. Donc voilà, Design with Care, c'est ça que ça attaque résolument. C'est-à-dire c'est sur ce fond-là de difficulté à faire expérience, mais qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place demain pour que précisément nous soyons encore capables d'expérience. C'est toi. Je les laisse apprécier le... Voilà. Je ne sais pas si c'est la peine de le noter, mais on va quand même le faire. On vient de dire peut-être 15 fois expérience. Ah. C'est vraiment le mot design d'expérience pour l'instant qui est dans toutes les bouches, chez tous les clients, dans toutes les agences, etc. Quelle expérience magnifique on va pouvoir designer. Je trouve que ça résonne beaucoup par rapport effectivement à ce doute que l'on peut mettre sur la volonté de faire expérience à tout prix, sans finalement se souvenir de rien du tout. Je trouve que c'est une question très intéressante pour le design. Si on revient à notre table rase d'après-guerre, donc on a vu ces images de désastres. Donc aussi dans l'art, on va avoir un mouvement où on va essayer de faire en sorte, table rase, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les artistes à ce moment-là vont réfléchir en se disant on ne peut plus rien prendre de ce qu'il y avait avant la guerre, puisque si on en est arrivé là, en gros, c'est que rien n'était bon. Donc on ne peut que recréer quelque chose de toute pièce, et ce radicalisme, il va créer aussi, j'allais dire, un univers de forme, un univers de pensée qui va être quand même extrêmement radical, c'est le cas de le dire. Il est inspiré aussi de la mécanisation, il est inspiré aussi de l'arrivée de la vitesse dans l'industrialisation, le futurisme, etc. Et il va poser vraiment des bases esthétiques qui sont très 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 loin du William Morris qu'on a laissé quelques années auparavant. Donc dans ce système de radicalisation, on est aussi historiquement avec pas mal d'évolutions. On suit les révolutions soviétiques et allemandes, et puis la guerre bien sûr va créer des bouleversements socio-économiques très importants. Je dis ça, l'intérêt que ça va avoir par rapport au design, c'est notamment les bouleversements liés à deux choses qui sont très importantes. C'est le manque de matière économiquement. On a moins de matériaux, transformés. Et puis quelque chose qui est, je trouve, assez important à noter, c'est que il va commencer à y avoir un lien très fort entre la guerre et le capitalisme, notamment parce que la guerre est un monde de conception et d'invention extrêmement puissant. C'est-à-dire que pendant les guerres, pour gagner les conflits, il va y avoir des moyens qui vont être mis sur le développement de nouveaux produits destinés à tuer, qui vont ensuite créer des usines,
créer du matériel qui, après chaque guerre, va chercher à se transformer pour devenir autre chose, pour que ces usines continuent de produire différemment des produits qui sont valables pour des temps de non-guerre. Je vous donne par exemple l'exemple du nylon, qui va être créé pour les parachutes et qui va être le premier matériau utilisé pour développer la pêche en haute mer et la pêche intensive. On connaît aussi les problématiques liées à l'industrie chimique, le gaz moutarde, qui va à la fois permettre à des industriels de créer de la peinture acrylique ou de créer des herbicides. Donc il y a tout aussi un univers d'innovation qui va mettre le designer dans un énorme paradoxe qui est ce paradoxe du progrès et qui va le questionner de façon extrêmement forte, donc questionner aussi sa volonté de travailler avec l'industrie, de revenir à des choses plus artisanales, de faire un monde nouveau, table rase, néanmoins dans un monde qui avait été complètement bouleversé par son approche, j'allais dire, de la conception et de l'objet. Donc il y a trois idées fortes qui dominent ce discours à ce moment-là, hein. C'est une certaine forme d'éthique un peu puritaine. Donc on va essayer de voir comment, après cette table rase, on peut refaçonner différemment les conditions d'une vie meilleure, qui va effacer le décoratif, et plutôt sous l'angle d'effacer le superflu. Le superflu étant perçu à ce moment-là comme un poison de l'objet, hein, quelque chose qui est en trop. Et puis ça va renforcer la synthèse des arts, c'est-à-dire on va essayer aussi de faire en sorte que tous les arts soient regroupés, même les arts qui peuvent être dits soit secondaires, pour arriver à créer ces concepts neufs dont parle Le Corbusier, où il n'y a plus de décor possible. Donc un des grands temps, bien sûr, de ce post-Première Guerre mondiale, c'est le Bauhaus. Alors sur le Bauhaus, je voudrais juste faire un petit préambule. Il y a énormément d'ouvrages de référence qui sont parus sur cette période-là. Donc l'objectif, c'est pas de vous raconter l'histoire du Bauhaus. Il y a eu une très belle expo qui a eu lieu au Musée des Arts Déco, devenu MAD, l'année dernière, je crois, avec un catalogue qui est très très bien fait. Je vous invite à le consulter aussi. Et puis peut-être aussi quelque chose sur le Bauhaus, c'est que c'est une des périodes qui est restée la plus... je sais pas, tout le monde dans le design aime le Bauhaus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est resté extrêmement vivant dans cette école-là. On peut par exemple citer le fait que l'école normale supérieure de création industrielle, l'ENSI, s'est largement inspirée des principes du Bauhaus. J'ai l'impression qu'il y a les gens de l'ENSI, parce qu'il y a des gens qui lèvent le poing. Militantisme. Voilà. Donc, il y a quelque chose que je trouve très intéressant néanmoins, c'est que, alors on a dit qu'on allait faire table rase, on va commencer à créer le Bauhaus en 1920, et sur le premier catalogue, on va s'inspirer d'une cathédrale. Donc c'est assez étonnant finalement cette espèce de paradoxe entre on veut tout refaire et cette première imagerie qui était dans l'imaginaire de j'allais dire le regroupement de tous les arts, cette idée de la cathédrale. Cette vision de la cathédrale et de cette vision un peu utopique, elle va pas beaucoup résister, et le Bauhaus, je pense que c'est important de le dire, ça va être un mouvement qui va beaucoup évoluer, maturer, changer, avoir des divergences, et ce qui en fait aussi tout l'intérêt. Alors en 22, c'est-à-dire pas très longtemps après le début du Bauhaus, Gropius, dont on a déjà parlé, il redescend un peu de sa montagne, hein, il essaye voilà, il dit le Bauhaus deviendrait une île de Robinson s'il perdait le contact avec le reste du monde et avec son mode de travail. On sait aussi que c'est une école, donc qui était très inspirée par les nouvelles pratiques d'éducation qui notamment avaient lieu au tout début du XXe siècle. Beaucoup de Bauhausiens cultivent le retour à la nature, emprunté sans discernement à Rousseau, celui qui nie le monde ne peut être cohérent qu'en se retirant sur une île. Donc on voit qu'on commence à avoir un certain nombre de querelles de chapelles assez rapidement.
C'est aussi un mouvement qui va être très, j'allais dire, frontalement exposé aux éléments politiques, puisqu'il va être très rapidement fustigé par les nazis, notamment dans son internationalisme, et l'école va devoir se déplacer, malgré le fait qu'au tout départ, le Bauhaus et ses fondateurs aient souhaité être le plus apolitique possible. Néanmoins, l'arrivée d'un mouvement comme le nazisme les a, j'allais dire, forcés à se politiser. On peut aussi faire l'hypothèse que le Bauhaus est un peu un précurseur dans le design durable, notamment parce qu'il arrive à un moment où on a parlé de la raréfaction des matériaux. Ces fonds étaient assez limités, une situation de pénurie des matériaux dans le pays, et du coup une recherche finalement d'une conception où il va y avoir beaucoup de parcimonie, où on va chercher à trouver des solutions économiques. Alors, je ne sais pas si on pouvait déjà dire du design to cost, à mon avis c'est un terme un peu moderne pour l'époque, mais cette contrainte, la contrainte étant toujours quelque chose de très positif pour le design, va être couplée avec une aspiration beaucoup plus utopique, notamment portée par l'architecte Bruno Taut, qui va essayer, lui, de développer aussi ce futur préférable dont on a déjà parlé, et de voir comment pouvait se lier les créations du Bauhaus avec j'allais dire le lien avec la Terre. On a des formes qui sont bien sûr très propres et lumineuses, comme le dit Rainer Wieck, on le voit dans ces images. Vous connaissez sûrement la chaise, hein, peut-être un peu moins le bâtiment. Moi, quand j'ai revu cette photo du bâtiment, j'ai tout de suite pensé aussi au nouveau siège d'Apple. Il y a quelque chose de très fermé, très géométrique, très simple, qui est assez intéressant. Donc ça date de 1925. En même temps que le Bauhaus, puisqu'on parlait de positionnement politique, il va y avoir un autre mouvement, VK Utemas, qui est un mouvement qui va être, lui, issu de l'école des beaux-arts et d'art appliqué de Moscou. Donc on est en 1920 aussi. Par contre, là, ce ne sont pas des personnalités, mais c'est un décret. C'est un décret du commissariat du peuple qui va décider de créer ce mouvement. Et ce mouvement va regrouper un certain nombre de personnes, des représentants des mouvements d'avant-garde russes, avec des partis pris qu'on pourrait mettre en parallèle avec certains partis pris du Bauhaus, c'est pour ça qu'on l'a cité, anti-esthétique, très fort, beaucoup de 3 dimensions, la puissance des ateliers, on en a parlé aussi beaucoup pour le Bauhaus, hein, de cette manière de faire aussi directement avec la matière, et l'impératif d'usage, qui est aussi quelque chose qui arrive avec le fait d'enlever du décoratif. Donc essayer de dessiner avec une gomme et d'être dans un usage extrêmement proche. On peut citer le beau vêtement ouvrier qui est juste après, qui va être un modèle de conception pour avoir le moins de matière possible et le plus de pertinence dans l'usage possible, et du coup avec un dessin qui est par ailleurs très beau, très géométrique, et qui peut effectivement se rapprocher des avant-gardes. Donc si on faisait un comparatif, et l'objet du comparatif n'est pas de faire un jugement, mais plutôt de se dire qu'à ce moment-là, il y a vraiment ces deux approches dans la naissance de ces mouvements du design, une approche qui va être plutôt apolitique, puis en résistance politique au nazisme, donc avec une dimension des deux côtés, une dimension éthique très explicite, donc très rapprochée du politique, le Bauhaus cherchant à rester dans l'opposition, notamment parce que c'est une manière de rester frais. Quant à l'autre mouvement, le VK Utemas, il va au contraire être tout à fait dans la ligne politique qui est en train de se développer à cette époque-là en Russie. Il va servir cette ligne-là, mais c'est vraiment assez intéressant de voir que par 2 points de vue de positionnement politique différents, on arrive quand même à des approches de recherche esthétique liées au contexte socio-économique qui peuvent être assez proches. Alors ensuite, on avait envie de vous parler de Margaret
Liotsky. Je crois que je me suis entraîné 3 jours, mais je ne vais pas y arriver. Qui est une designer qui est très intéressante pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une, et qu'à cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup de femmes. Elle a été marquée notamment par une carrière extrêmement longue, un engagement politique très fort et une volonté de faire valoir d'abord son travail et ses propos éthiques et politiques avant sa propre personne. Ce qui fait peut-être qu'elle est passée à une postérité très relative, mais en tout cas c'était important dans son travail. Alors elle a notamment développé la Frankfurter Kitchen, la cuisine de Francfort, qu'on voit ici, 1927. Je pense que c'est aussi très intéressant d'arriver à se dire, tiens, moi j'avais l'impression que ces esthétiques-là étaient des esthétiques plus tardives, et elle va développer ça avec une très grande modernité, donc en s'appropriant toutes les nouveautés j'allais dire techniques de l'époque. C'est électrifié, il y a du gaz, il y a un chauffe-eau, il y a des lampes, et surtout avec une volonté de rendre, j'allais dire, de rendre accessible aux plus modestes ces logements-là. Alors il y a plein de petites solutions fonctionnelles dans cette cuisine. Elle s'adresse notamment aux femmes célibataires d'après-guerre, donc avec aussi une volonté de travail auprès d'usagers de populations très particulières. Et elle va aussi travailler sur la problématique des exilés, avec les gens qui sont plutôt en transit dans cette entre-deux-guerres. Son point de vue, bien sûr, très social, va être un petit peu mal vu, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle sera emprisonnée pendant plus de 4 ans pendant la guerre. Et ensuite, elle va continuer sa carrière après-guerre dans d'autres pays, plutôt des pays de l'Est. Ce qui est un peu intéressant aussi à noter avec ce travail-là, c'est toujours l'ambivalence, les paradoxes du design qui ressortent aussi. C'est qu'elle va beaucoup s'inspirer notamment des nouveaux modes de rationalisation industrielle, en se disant, tiens, cette espèce de facilité de faire, si on le met de l'industrie à la maison, qu'est-ce qu'on va arriver à créer pour faciliter les gestes du quotidien, les gestes de la cuisine, ce qu'on pourrait appeler l'ergonomie. Et cette modernité technique permettrait, par l'industrialisation, de la rendre accessible aux plus modestes. Et finalement, elle reconnaît aussi qu'il y a un problème sur ce qu'elle est en train de créer en termes de modernisation, mais peut-être aussi en termes de fonctionnalité de cette icône de la femme ménagère qui va devenir un espèce de robot en sa cuisine et qui va du coup questionner très fortement cette volonté de faire facile dans l'usage, mais du coup de mécaniser les gestes, de mécaniser la production. Je pense que c'est encore un bel exemple de paradoxe dans ces univers du design. Donc on arrive vers la fin. Juste, alors, qu'est-ce qui caractérise en gros cette période? Très rapidement, je vous ai mis c'est Steinbeck, c'est Zinn pour ceux qui ont lu cette histoire populaire des États-Unis. C'est en gros ce qu'on appelle la Grande Dépression, la crise de 29, ce qui est d'une certaine manière non pas la première grande phase sombre de la mondialisation, parce qu'elle a déjà eu lieu avant, c'est très bien marqué dans les textes déjà des Marx, des Dickens. Dickens et Marx, c'est vraiment la phase sombre de la première grande révolution industrielle. Mais là, on va aussi rentrer dans l'avant-guerre et en somme, on va aller travailler sur les questions de Keynes et de ce qui va arriver, c'est-à-dire l'éventualité ensuite de la question de l'État-providence qu'on verra la fois prochaine. Mais juste en amont de ça, on a de fait la question du New Deal et du Streamline aux États-Unis qui suit.
de New Deal qui va marquer aussi une étape supplémentaire avant la Seconde Guerre mondiale, puisque on va investir énormément pour essayer de justement arriver à faire en sorte que cette production industrielle, comment on va écouler cette offre des usines qui produisent, peut se faire pour le plus grand nombre, donc avec une volonté de toucher l'ensemble de la population au début américaine. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que, alors on se souviendra sûrement de cet ouvrage très mal traduit qui s'appelle La laideur se vend mal, de Raymond Lévy, qui avait été un des pionniers justement du streamline. Donc on est vraiment dans la recherche d'objets où on va essayer d'être à la fois le plus juste sur le coût, la fonction, etc., mais aussi sur la définition d'une esthétique qui sorte d'une esthétique d'un usage un peu brutal, qui sortent d'une esthétique où on essaye d'économiser absolument de la matière. Donc Streamline, bien sûr, beaucoup influencé par les formes aérodynamiques et notamment par tous ces nouveaux matériaux qu'on peut mettre en forme, qui sont brillants, qui sont la bakélite, qui sont le fait de pouvoir lier des plaques de métal entre elles, les premiers plastiques. Donc là encore, quelque chose qui est assez intéressant, qui a toujours été le paradoxe de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le designer qui va mettre en forme des choses avec les techniques qui arrivent et du coup définir des esthétiques, ou est-ce que c'est l'industriel qui, en inventant le moule d'injection ou le moule de soufflage, va mettre sur le marché des formes des esthétiques nouvelles? Je pense que les deux avancent un petit peu main dans la main, mais je crois quand même que l'industrie va être va promouvoir avant tout les formes qui correspondent aux matériaux qu'elle a écoulés. Donc ça vient aussi, cette partie technique, avec le développement des loisirs, le développement de loisirs notamment liés au déplacement, notamment liés toujours à la vitesse, avec cette idée d'aéronautique, cette idée de commencer à se déplacer géographiquement, à se déplacer en patin roulette, etc., etc. Donc il y a vraiment une esthétique qui est très intéressante à ce moment-là. On le voit bien sur les petites images qu'il y a ici. Tout devait ressembler à une locomotive lancée à pleine vitesse. Il me semble que c'était la phrase de Louis, mais même si c'était une pantoufle, c'était important. Et enfin, dernier point, qui est plus lié à la France, qui est 1929 aussi, donc on essaye de rester dans la même époque, avec l'Union des artistes modernes. Alors je ne sais pas si Jacques Barzac est là. Non. Il n'est pas là. Mais il sera là bientôt. Bon. S'il n'est pas là, je vais pouvoir dire les choses sans avoir peur de faire une petite erreur de justesse. Donc l'UAM, l'Union des artistes modernes, qui va être créée, et c'est assez intéressant de le dire, un petit peu en contrepoids à une association qui s'appelait la Société des artistes décorateurs. Alors, il faut savoir que la Société des artistes décorateurs est la première association, loi de 1901, qui avait pris ses bureaux au Grand Palais et qui présentait chaque année de grandes expositions dans lesquelles l'objet était que les designers et les décorateurs présentent des ensembles, de la petite cuillère jusqu'au plafond, et présentent des styles de vie. Cette Société des artistes décorateurs, elle a vécu assez longuement, puisque même en 1900, dans les années 2000, dans un des projets Sismo, on a essayé de la relancer. C'était assez drôle. Alors du coup, on avait des bureaux au Grand Palais, parce qu'ils avaient encore leur bureau. Et donc cette SAD, néanmoins, était perçue comme un petit peu ringarde à l'époque par les nouvelles figures de la création, Mallet-Steven, Perriand, les frères Martel et Gustave Miklos, qui vont créer cette union des artistes modernes avec une initiative qui va faire en sorte de rapprocher
de se rapprocher de l'architecture mais aussi du design industriel pour à la fois travailler beaucoup plus sur les fonctions, pour explorer et exploiter les nouveaux matériaux et toutes les nouvelles techniques qui étaient en train d'arriver à cette époque. Donc c'est assez intéressant de voir dans leur manifeste qu'il y a beaucoup de choses qui sont très proches de ce qu'on défend dans le design whisker, notamment que l'art doit évoluer avec la société, donc avoir conscience du contexte, quelque chose qui est vraiment très important, que finalement ce qu'on peut faire dans cette pratique du design, c'est un art qui est véritablement social, c'est-à-dire qu'on cherche aussi l'accessibilité, qu'on cherche non pas une imitation pour la vanité de quelques-uns, mais plutôt une accessibilité qui permettent à tous d'en profiter. Ça permet, c'est aussi, l'UAM va défendre le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre les arts. Donc il n'y a pas d'art mineur, il n'y a pas d'art majeur, il faut plutôt essayer de trouver une cohérence qui permettra de développer une esthétique nouvelle. Et puis, quelque chose qui est très lié à cette époque-là, c'est comment on va commencer à tisser des liens avec l'industrie qui soient des liens, j'allais dire, qui n'oublient pas ce qui se passait avant. Alors il y avait eu déjà des efforts du SAD pour faire en sorte que les mouvements de l'art et de l'industrie puissent se relier et proposer quelque chose d'intéressant. Mais là, on va aussi arriver avec les nouveaux matériaux, le ciment, le verre, différents métaux avec des mises en forme très différentes, l'électricité. Donc forcément, ça va pousser à développer ce mode de design qui nous touche aussi, qui est ce lien entre la société, la culture et l'économie, comme on a pu en parler un petit peu avant. Voilà, et pour conclure, on termine bien sûr avec Le Corbusier. Donc, c'est la charte d'Athènes. Alors, sachant que là, alors rapidement, là vous avez la ville radieuse, donc tout son travail qui a d'abord été, les planches avaient été faites en 1930, ça a été publié en 1935, où il s'agissait effectivement de décongestionner le centre des villes, de densifier, de hiérarchiser les voies de circulation, d'augmenter les surfaces plantées, etc., etc. La trilogie air, son, lumière pour orchestrer l'espace, la séparation des fonctions. On vous a rappelé ça parce que ça a construit bien évidemment le rapport à tout, aux villes, à l'urbanisation, etc. Et nous, Design Whisker, de fait, voilà, à la fois on ne peut pas penser hors charte d'Athènes et en même temps on pense un peu contre charte d'Athènes au sens où aujourd'hui il y a eu, voilà, depuis la charte d'Athènes, différents mouvements, j'en ai cité que quelques-uns, Team 10 dans les années 53 qui est déjà sur sur le fait de ne plus être dans cette fonctionnalité et séparation des espaces. On n'est plus sur l'idée du linéaire qui est constitutif chez Le Corbusier. Pourquoi le linéaire? Parce que ça permet une expansion plus simple. On va être avec Team 10 sur les notions de cluster, de stem, de web, donc du rhizomique en gros, des choses comme ça, des grappes qui se mettent, donc déjà qui pensent des multifonctionnalités et des îlots un peu qui semblent désorganisés et qui sont un peu endogènes, donc des choses assez bien évidemment très différentes avec le côté totalement planifié par avance de la charte d'Athènes et d'une fonctionnalité de l'espace séparé, vie, travail, loisirs, transport, etc. On était bien sûr dans une dynamique de modélisation obligatoire parce qu'aussi de reconstruction, donc il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer. Mars 76, qui est le mouvement qui avait été porté notamment par Nouvelle, s'est positionné comme, qui était en 94, s'est positionné comme anti-charte d'Athènes. Alors, il y aura peut-être ici des bons théoriciens de ce mouvement, mais j'ai cherché, et j'avoue que je n'ai pas trouvé j'ai trouvé l'existence de ce mouvement, mais sur le déploiement d'une théorisation, non. En revanche, la théorisation, on la trouve un peu plus, et puis même les recommandations avec
ce qui correspond aujourd'hui, je pense, au modèle qui se cache derrière les smart cities, derrière la ville d'aujourd'hui, avec cette idée d'un retour à la nature, d'une question d'un écosystème résilient. C'est la charte d'Aalborg. Donc je l'ai mise là, encore une fois, parce que Design with Care, c'est une réflexion critique par rapport à la charte d'Athènes. Donc au niveau historiographique, la charte d'Aalborg, c'est pour le cours du 19 décembre, mais quand même vous rappelez les grands fondamentaux de la charte d'Aalborg, c'est la question de la place de la biosphère, de la question de l'environnement, du vivant, de la soutenabilité tout simplement, d'une cohérence aussi plus forte entre justice sociale et justice environnementale, la question d'une autogestion des quartiers, la question des commons, la question bien sûr non pas de la fonctionnalité mais de la multi-fonctionnalité des espaces. Et de fait, Design with Care, Proof of Care, etc., ça s'inscrit dans plutôt une réflexion allant au-delà, bien évidemment, de la charte d'Athènes et plutôt vers une charte d'Aalborg. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. Et puis, juste en teasing, pour vous et vous seul, donc Antoine, sur la session du 19 décembre. Donc le 19 décembre, on continuera l'après Deuxième Guerre mondiale. Cynthia a déjà beaucoup parlé de ce qui s'était passé juste après la première. Après la deuxième, là on est vraiment dans la catastrophe des Lumières. Donc qu'est-ce que ça va impliquer aussi dans cette partie du design, avec la naissance du design radical, avec la naissance d'une critique assez féroce de la consommation et de la façon de dessiner le monde avec les objets. Donc on passera par Archigram, par Super Studio, Papanek bien sûr qui est un peu l'incontournable dans ce domaine-là, Enzo Mari qui va commencer à travailler sur le do-it-yourself aussi pour voir comment de nouveaux modèles à la fois de production et de lien avec l'usager vont pouvoir se faire. On est en train de gratter une question qu'on n'a pas encore tout à fait résolue, qui est de voir si on peut trouver un lien entre la French Theory et le French Design. Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des regroupements de pensée, de création, etc., etc. Et puis on parlera aussi des designers critiques plus contemporains. On a parlé de speculative design, de critical design, de design fiction. On en a parlé avec Maurice. Et cette question qui nous arrive tous un peu comme un espèce de tsunami, qui est de voir comment le design peut interagir, agir, sauver, je ne sais pas quoi, en tout cas dans un contexte d'anthropocène qui est de plus en plus marqué. Juste aussi pour finir, on va faire ce cours sur Charlotte Perriand le 16 janvier, donc vous pouvez le noter aussi sur vos tablettes. Donc là, ça sera intéressant de voir comment par une approche plus de personnalité, on peut recouper tout ce qui vient de se dire, essayer de voir si les liens qui sont perçus sous l'angle d'une connaissance particulière de Charlotte Perriand tissent ce qu'on est en train de décrire sur l'historiographie. Voilà, bon ben merci et au 19. Merci. Voilà, bon ben merci et au 19. Merci. C'est ça le problème avec les questions. À un moment donné, parce que moi j'ai pas la force de faire une petite vignette, mais tu sais quand parce que là tu as filmé tout, même les questions. Oui. Donc à un moment donné, quand elle me dit c'est quoi Design with Care, ça serait bien de couper le moment où je dis bon c'est pas terrible de me demander ça quand on a fait truc, mais juste de prendre derrière qu'est-ce que oui tu dis c'est quoi Design with Care et puis juste vous gardez Il faut qu'on répète les questions. Tu vois tu vois ce que je veux dire? La question elle est que la définition ou le mot. Ouais, tu vois ce que je veux dire, comme ça tu me l'as fait en vignette.
D'accord. Comme ça m'évite, moi, de faire une vignette là maintenant. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? En fait, que ce soit à côté ou potentiellement même dessus, en fait, sur... Bah, tu sais, comme d'habitude, il y a la question qui arrive en bas, c'est quoi le design with care? Et là, moi, je réponds ici, bah, une définition possible du design with care, ça serait, bah, tiens, un mode d'attention aux choses, je sais plus ce que je raconte, et tu me prends juste ça, et tu me prends pas le truc où j'ai commencé en lui disant, allez vous faire voir, parce que je viens de le dire pendant 2 heures. Oui, ça marche, ok, ça marche. C'est noté. Tu trouves, t'essayes, et voilà. C'est toi qui vas le faire ou c'est Virgile? Tu lui transmets ça, et Virgile, tu lui dis qu'il l'envoie, tu vois, mais c'est le faire. C'est ça, comme ça nous fait une petite vignette. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est éventuellement ça, tu vois, c'est d'attraper une petite vignette au moment des questions. Ça nous évite. Après, ensuite de refaire. Ça marche. Merci.